Vous écoutez Jackie sans Kennedy, épisode 2. Pour la postérité, Jackie dépeint un président fort, dormant bien, solide. Mais elle admet que la seule fois où il s'est montré faible, insomniaque et au bord de la dépression, c'est à cause de Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev est le leader de l'Union soviétique. Ils se sont rencontrés en juin 1961 à Vienne, en Autriche. Avec Khrouchtchev, Kennedy a parlé des tsars, de Tolstoï et de la chienne Laïka qui venait de conquérir le cosmos. Quelques semaines après, Jackie recevra en guise de cadeau un petit chiot de Laïka. Touchée par cette sollicitude, elle en conclut que les Russes sont timides et sensibles. À Vienne, elle accompagnait Madame Khrouchtchev, dont elle a fait ici un portrait cruel. Lorsque Jackie sortait une cigarette, la matrone répliquait « Ne fumez pas. Les femmes russes, elles, ne fument pas. » Et Jackie prend cette remarque comme une gifle. Elle se souvient que Madame Khrouchtchev avait un visage charmant, mais que De Gaulle l'avait mise en garde. « Méfiez-vous, c'est le plus maligne. » À Vienne, c'est un Khrouchtchev brutal, à l'humour pesant, un va-t-en-guerre cynique que Jack a rencontré et qui le maltraite. Khrouchtchev juge Kennedy intelligent mais faible et Jack voit en lui un véritable gangster. À l'issue de ce sommet, Jackie décrit un Kennedy épouvanté qui lui confie « Il y aura peut-être une guerre avec l'URSS ». De fait, la crise des missiles en octobre 1962 faillit déclencher un troisième conflit mondial. Jackie prétend que pendant 10 jours et 10 nuits, elle a épaulé le président dans une atmosphère de fin du monde. Elle se veut le témoin et le stratège de l'histoire en train de s'écrire. Ses conseils de fermeté ont peut-être évité la guerre. Décidément pour elle, le beau rôle. Lorsque la crise se termine par un succès indiscutable, Kennedy lui dit « Si quelqu'un avait voulu me tirer dessus, aujourd'hui aurait été le bon moment. » Au fait de sa gloire. Une gloire dont Jackie semble s'auréoler, et elle se dit et dit à l'histoire « J'ai été la meilleure. Jack était fier de moi. » Sans bien comprendre qu'elle n'avait peut-être été pour lui qu'un trophée. Mais ce qui parle, ce sont ses silences. Car Jackie ne dit pas que dans l'abri anti-atomique où la famille s'était réfugiée, Marie Meyer, l'une des maîtresses du président, était elle aussi présente. Jackie le sait, elle ne veut pas le savoir. La grande politique mondiale, pour faire diversion au tracas d'un adultère humiliant? Humaine, trop humaine Jackie, mais pathétique. La présidence est usante. Ils partent en week-end dans leur résidence de Glen Ora, en Virginie, où ils projettent de s'installer, après. Jackie monte à cheval, et le président dort, à chacun sa solitude. Elle le décrit lisant des livres d'histoire. Il lisait en voiture, à table, même en marchant. 15 jours après, elle en reconnaît des passages dans les discours qu'il prononce. C'est en bateau qu'il se détendait vraiment. Il aimait la mer et le soleil et surtout l'absence de téléphone. Là, il était heureux. Kennedy regrettait de ne pas avoir connu plus de moments de bonheur. Car il est malade depuis longtemps. Il est perclus de douleur. La maladie d'Addison lui ronge les os et ses muscles sont atrophiés.
Il dort sur un matelas de crin posé sur des planches. Jackie parle du courage de Jack, du martyr de Jack, ce corps meurtri, les béquilles après une opération invalidante. Il a alors découvert la novocaïne, une renaissance. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est son addiction aux drogues du sulfureux docteur Jacobson. Depuis qu'il est président, il lui prescrit des piqûres qui le rendent euphorique. Bobby a fait analyser ses drogues par le FBI. Démoral, cocaïne, antidouleur. JFK est sous addiction. C'est pour cela qu'après l'assassinat à Dallas, Bobby a accepté l'autopsie bâclée de son frère, pour qu'on n'apprenne rien sur ce corps drogué. Le lendemain, c'est son 3e entretien avec Schlesinger. Jackie se livre, se cache et revisite sa vie. Tout est si emmêlé. Cette nuit, elle a pensé au président Lyndon Johnson qui a succédé à son mari. Bobby Kennedy est resté ministre de la Justice, mais pour elle, Johnson est illégitime. C'est un usurpateur. Elle ne pardonne pas au nouveau président de s'être jeté sur le pouvoir et d'avoir prêté serment à Dallas 1 heure à peine après la mort de Jack. Mercredi 4 mars 1964. 3e conversation. Johnson, elle dit qu'il amusait Jack, mais que c'est un incapable, grossier et fainéant. Il ne prenait aucune décision, se rendant à l'avis des uns et des autres. Envieux et avide, il voulait les signes du pouvoir, comme les avions, le protocole, les honneurs. Jack ne l'aimait pas. Il disait « Tu te rends compte de ce que deviendrait le pays s'il était président ?» Jackie ajoute que les Johnson l'ont chassé de la Maison-Blanche. Mais elle ment. C'est elle qui a voulu en partir au plus vite. D'ailleurs, elle ne veut plus y revenir. Lorsqu'elle se déplace dans Washington, elle fait des détours pour éviter ce lieu où elle a passé les meilleures années de sa vie. De ces années-là, elle a tout gardé, les agendas et les menus de fête, comme des trophées. Elle aimait s'occuper de l'intendance, des fleurs, et dresser la table pour les dîners officiels. Beauté, élégance, distinction. La Maison-Blanche était sa maison. Elle en avait confié la rénovation à un décorateur français et par cette restauration, elle eut l'impression d'être devenue elle-même une partie de son histoire. Avec les Kennedy, la Maison-Blanche est devenue la cour du roi Soleil. Tout un décor digne du château de Versailles. Elle avait peur que ces années de présidence n'abîment son mariage, mais en fait, elle prétend qu'ils n'ont jamais été aussi proches. Elle y a un bureau et elle le voit tous les jours. Une famille si soudée, un couple si uni. Jackie continue de dresser un portrait lumineux et tendre de son mari, toujours à l'écoute et toujours bienveillant. Et elle, comme une véritable geisha, dit-elle, un modèle d'épouse. Il aimait avoir les enfants dans les jambes, dit-elle, oubliant qu'il ne pouvait les porter dans ses bras à cause de son dos douloureux. Il leur racontait des tas d'histoires, celle du requin blanc et du requin noir, ou celle de Bobo le lobo, ou du chat dans le chapeau. Le mari parfait et le père idéal. À qui veut-elle le faire croire ? Elle ne parle pas à son interlocuteur. Elle parle à la postérité. À vous qui la regardez sourire, croyez-la. Ces mensonges disent une vérité.
De tout temps, les présidents américains ont affirmé leur foi, et Jack comme les autres. Il avait décidé de croire en Dieu par superstition, dit-elle. Et elle conclut en repensant à son destin. Je crois que Dieu est injuste. Comme si Dieu, lui, n'avait pas cru en John Kennedy. Elle s'interrompt, submergée par l'émotion. Boit une gorgée. Hésite. Il avait une aura incroyable. Jack était un mythe, l'idole de la jeunesse dans le monde entier. Et ça lui faisait un bien fou de savoir qu'il était aimé. Jackie va à New York et elle sort avec Bobby. Relation d'amitié ou d'amour? Aujourd'hui, sans vouloir noircir l'image de la dame en rose, les historiens penchent plutôt pour une consolation qui n'aurait pas été que morale. Bobby n'est pas seulement son beau-frère, c'est son frère, celui qu'elle n'a pas eu, son ami, une âme frère, comme on dit, une âme sœur. 4 ans plus tard, lorsque Bobby va être assassiné, elle criera « Je hais l'Amérique ». Elle tue les Kennedy. Un week-end à Newport en septembre 1963, 2 mois avant Dallas. Jackie est en convalescence après la mort de Patrick, son 3e enfant. On peut voir Ben Bradley, l'ami du Washington Post, et son épouse, la blonde Toni. L'autre femme, c'est la sœur de Toni, Mary Pinchot Meyer, la maîtresse la plus fidèle du président. Jackie ne peut pas ne pas savoir. Tout était-il si rose pour la dame en rose? Sur les femmes de Jack, elle ne dit rien. Elle anticipe les questions embarrassantes en affirmant « Je n'ai jamais été jalouse ». Même lorsqu'elle apprenait qu'il avait passé la nuit avec Mary Meyer, même lorsque de baignades en sieste se succédaient dans le lit de son mari, amis de la famille, mannequin ou actrice, secrétaire et prostituée. Jack compartimentait sa vie, la famille, le travail et les amis. La part qu'il ne révélait pas, c'était cette vie sexuelle débridée. Dans une Amérique puritaine, c'était peut-être sa face noire. Des femmes, il y en a eu tant dans la vie de Jack, mais combien ont compté pour lui? Jackie lui avait lancé ce défi. Elle a intérêt à être sublime, ta maîtresse, pour te permettre de tromper une femme telle que moi. L'orgueil console de tout, presque tout. Jackie souligne avec naïveté à quel point son mari était délicat. Il l'invitait à partir en voyage le plus souvent possible. En juin 1962, Jackie est à Capri. Et Mimi, une stagiaire de la Maison Blanche, devient à 19 ans la maîtresse du président. Kennedy, racontera Mimi, lui propose des drogues et, comme un cadeau, l'offre à ses collaborateurs. La Maison Blanche est muette sur les visites de Mary Meyer et des autres, moins discrètes. Jackie dit de Jack, il ne triche jamais sur rien. Jackie se tait. Sa mémoire peine à se souvenir. Elle respire profondément, boit un verre et dit « Ça, je peux le dire ?» Non, ça ne vaut pas la peine. Ni à son interlocuteur, ni à elle-même.
Et elle, qu'est-ce qui valait la peine dans leur vie amoureuse? Et qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté? A-t-elle eu des coups de cœur pendant ces 3 ans? Elle ne dira pas combien son mari était jaloux. Kennedy, dit-on, a fait faire des tests de paternité sur Caroline et John. Il était persuadé que sa femme se comportait comme lui. Lors de son voyage en Grèce en octobre 1963, il donne comme seule consigne à Clint Hill, le garde du corps de Jackie, de ne pas laisser Onassis s'approcher de trop près. Jackie conclut cette journée d'entretien en évoquant avec amertume ce qu'elle appelle le poison de la présidence. À la Maison-Blanche, on était coupé de tout, et on apprenait après tout le monde ce qu'on disait sur nous. Ces jours-ci, Jackie a mis en vente la maison de Glen Ora où ils n'ont jamais habité. C'était une maison pour eux deux, pour après la présidence. Elle ne peut se résoudre à y vivre sans lui. Elle a envie de s'installer à New York. Suivre Bobby, peut-être, qui a décidé de briguer le poste de sénateur. Avant tout, elle voudrait éloigner ses enfants du clan Kennedy. Les auditions de la commission Warren qui enquête sur l'assassinat de Kennedy ont débuté. La première à être interrogée, c'est l'autre veuve de Dallas, l'épouse d'Oswald, l'assassin supposé. Le tour de Jackie viendra. À son 5e entretien, Jackie Kennedy aborde un sujet, pour elle, sensible. Elle est connue pour son amour de la France, mais elle en donne là un portrait dur et cruel. Lors de son voyage à Paris, le 31 mai 1961, Kennedy s'est présenté comme le type qui accompagne Jacqueline Kennedy. Leur couple séduit les Français qui trouvent Jackie brillante et cultivée. Et c'est une foule en liesse qui salue en elle une véritable princesse de légende. La France est le berceau de la famille Bouvier. Jackie y est chez elle. Elle a séjourné à Paris dans sa jeunesse. Et elle adore les couturiers français, l'architecture des villes et les grands personnages de l'histoire de France. Napoléon, Lafayette et Madame Récamier, et déjà un certain Charles de Gaulle, le libérateur de la France. Presque une précieuse ridicule, Jackie, aux yeux des Américains. 3 ans plus tard, Jackie renie violemment ses amours. Pourquoi ? Les conseillers de Kennedy l'ont mis en garde. De Gaulle est un fasciste, un colonialiste arrogant. Ou mieux, un Don Quichotte imbu de lui-même. La rencontre entre les deux dirigeants a été complexe, pleine de désaccords de fond, mais aussi d'admiration réciproque. De Gaulle se présente à Kennedy en protecteur amical, mais critique, et Kennedy, lui, en invité délicat et curieux. Il questionne le vieux général et affecte d'écouter ses conseils. Il l'a toujours admiré, au point de lui emprunter le début de ses mémoires de guerre. « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France », phrase qu'il a transformée en « Je me suis toujours fait une idée de l'Amérique ». Mais Jackie confie que son mari n'avait que dégoût pour De Gaulle et dit qu'il n'aimait pas plus les Français qu'elle ne les aimait, elle. Elle nourrit son amertume. Ce général était rancunier. Il a compromis ses relations avec les États-Unis par orgueil. Il n'était pas loyal. Pourtant,
Jackie sait que De Gaulle a été un allié inconditionnel pendant la crise des missiles de Cuba. Comme elle doit souffrir, Jackie, qui ajoute mesquinement qu'elle a même fait enlever les tableaux de Cézanne de ses appartements privés pour supprimer toute présence française. Elle n'épargne pas non plus celle qu'elle appelle la pauvre Madame de Gaulle. Elle paraissait si fatiguée, dit-elle. Elle avait l'air d'avoir tant souffert. Elle se traînait un peu, seule, à regarder dans le vide. Assis à ses côtés, Jack essayait de lui parler d'autre chose que de nappes brodées. S'amuse encore, Jackie. La légende veut que De Gaulle ait été subjugué par Jackie au point de ne pas l'avoir quitté du regard pendant tout le séjour. À Paris, séduisante et séductrice, Jackie l'a été absolument. Et elle ajoute sans modestie, « Je sais que je l'intéressais ». Et elle reconnaît en lui un homme galant et courtois, mais révèle qu'elle a appelé son caniche De Gaulle. Le soir des obsèques du président Kennedy, Jackie a reproché vivement à De Gaulle de s'être opposé à la politique de JFK. Étouffée par le chagrin, elle soldait ses comptes avec le vieux général coupable d'avoir survécu à son mari. Amère, comme si c'était lui qui avait abattu Kennedy à Dallas. Aujourd'hui, à Arlington, sur la tombe du président assassiné, brûle une flamme éternelle. Cette flamme, Jackie l'a voulu semblable à celle de l'Arc de Triomphe. Et c'est son voyage à Paris qui lui en a donné l'idée. À Paris, elle avait tenu à rencontrer ce héros français, si romantique, l'écrivain André Malraux, ministre de la Culture du général. Rencontrer Malraux, c'était comme une course d'obstacles en plein brouillard à 100 km/h. Avec lui, votre esprit avance ou recule. C'est l'homme le plus fascinant à qui j'ai parlé. Elle fait de Kennedy l'interlocuteur privilégié de Malraux. Il avait des échanges formidables avec mon mari, dit-elle. Avare en admiration, Jackie, en fait, grandit l'écrivain pour magnifier son mari. Elle invitera Malraux à 2 reprises aux États-Unis. Kennedy lui a demandé de servir de passerelle entre De Gaulle et l'Amérique, pour ne pas perdre le contact. André Malraux emporte avec lui la Joconde, exceptionnellement sortie du Louvre, pour une grande exposition à la National Gallery. L'exposition a un retentissement considérable et souligne aux yeux de Jackie le brio de la présidence Kennedy. Mais Jackie, à distance de temps, dérape. Elle livre un portrait vénéneux de Malraux. Elle le décrit avec sa femme, Madeleine, comme 2 corbeaux sinistres. Malraux, le visage blanc bouffi par les larmes, tous ses tics à la fois. Malraux venait de perdre ses 2 fils dans un accident, 4 jours avant le voyage des Kennedy à Paris. Jackie le sait, mais c'est plus fort qu'elle, cette petitesse envers les grands. Malraux, dit-elle, vénérait De Gaulle comme un cocker vénère son maître. De Gaulle lui parlait de haut comme à un serviteur. Peut-être par jalousie, lorsque Malraux était trop près de moi, ajoute Jackie. Pourquoi un tel ressentiment? Parce qu'on lui a tué son héros ou pour se donner le beau rôle à elle, si belle, si cultivée et intelligente? Les entretiens avec Arthur Schlesinger font un bien fou à Jackie.
En avril 1964, elle part en vacances. Elle prend du champ par rapport à l'histoire et à sa propre histoire. Elle s'ouvre un peu plus, laisse percer la femme triste et craintive sous l'arrogante dame en rose. Elle dit, avec Jack à mes côtés, comme une enfant, je n'avais jamais peur en m'endormant. Et elle avoue qu'elle redoutait le jour où il ne serait plus président. Que serait-il devenu ? Écrivain, journaliste ou conférencier sans doute. Son rêve à elle était que l'on accorde à Kennedy la présidence à vie, car lui seul, brillant et intelligent, pouvait éviter le chaos à ce pays. Sans doute le croit-elle encore. On ne sait que ce qu'on veut savoir. On ne voit que si l'on ouvre les yeux. Elle, les yeux, les mots, elle ne peut que les entr'ouvrir. Pourquoi parle-t-elle ? De quoi ? Elle veut maîtriser l'immaîtrisable destin, donner du sens à l'insensé, ne pas trop en dire ou en savoir sur l'assassinat, parler d'autre chose, faire diversion. Good evening, my fellow citizens. Peace and freedom. The cause of freedom in a time of danger in the world of communism. Freedom all the way. And we shall win. I believe so strongly in this that one's aim should not just be his last vision was so intensely involved. Après ce dernier entretien, Jackie est auditionnée par la commission Warren sur l'assassinat de Dallas. L'audition dure 15 minutes. Elle ne dit rien. Elle ne veut pas savoir qui l'a assassiné, car cela ne le ramènera pas à la vie. Mais elle ne veut surtout pas que l'image de son mari soit ternie par des révélations et des suspicions. Ces conversations devaient être tenues secrètes 50 ans après sa mort. Comment Caroline Kennedy n'a-t-elle pas mesuré le mal qu'elle faisait au souvenir de sa mère, en publiant ces textes à travers lesquels l'image de la radieuse dame en rose laisse place au visage douloureux d'une femme en noir, en deuil d'elle-même, qui se demande si elle n'est pas passée à côté de sa vie. Jackie a le souvenir méchant, comme d'autres ont le vin mauvais. Elle se réveille de l'ivresse du pouvoir et pour mieux se dégriser, vomit sur tout et sur tout le monde. Puis elle se regarde dans la glace et se refait une beauté, pour l'histoire. Le 3 juin 1964 au soir, Jackie achève le dernier entretien. Elle donne congé à son interlocuteur Arthur Schlesinger et à nous tous. Lorsque la dame en rose quittera la scène, 30 ans plus tard, elle nous laissera ces images lumineuses, ces silences tristes, ses confidences truquées et sa vérité indéchiffrable. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Jackie sans Kennedy est un podcast coproduit par WhatsApp Film et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par WhatsApp Film, réalisée par Patrick Jeudi et écrite par Patrick Jeudi et Michel Schneider. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.